Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique. C'est en octobre, fin octobre, à Toulouse Polar du Sud, qui est un salon des littératures noires que j'aime énormément, que j'ai rencontré José Carlos Somoza, qui est un auteur espagnol, et j'étais avec une amie qui est assez friande de ses œuvres. Donc, très rapidement, j'ai été attirée par la couverture que vous voyez ici de Études en noir, qui fait écho tout de suite aux littéraires et aux connaisseurs à Études en rouge de Conan Doyle, qui est la première enquête de Sherlock Holmes. Donc bien évidemment, attiré par cet énigmatique corbeau et cette sublime couverture, je retourne le livre et là, la quatrième de couverture a tout pour me séduire. On est à l'ère victorienne, on est en Angleterre, 1882. On a un patient énigmatique dans un hôpital psychiatrique. Donc là, tous les feux passent au vert et je discute un peu avec ce monsieur qui est tout à fait charmant. Et donc, nous parlons de son appétence pour la littérature victorienne, pour la littérature gothique, pour les choses qui sortaient un peu du cadre. Ça m'a fait très plaisir de parler avec lui en espagnol, donc voilà. Et je repars avec ce livre que vous avez dû voir passer sur mon feed et d'autres. Arrivé au mois de décembre, j'ai un petit peu de temps, je commence à le lire. Et alors là, comment vous dire, je ne sais toujours pas aujourd'hui si j'ai aimé ou pas ce livre. Alors, je vous résume un petit peu l'histoire. Anne McCarey est une infirmière qui vit une histoire toxique, tumultueuse avec un marin qui la maltraite, mais bon, comme on dit vulgairement, elle l'a dans la peau et donc elle est prête à tout subir jusqu'au jour où il essaye carrément de la tuer. Donc là, c'est un peu trop. Donc elle met le haut là et elle décide de partir à Plymouth, sa ville natale, et de fuir à la fois Londres et son amant toxique. Elle trouve rapidement, parce qu'elle est expérimentée et que c'est une brave personne, elle trouve rapidement une place dans une maison de santé très sélecte pour messieurs riches et de la bonne société. Il en existait beaucoup comme ça, qui est en réalité un asile psychiatrique dans lequel il n'y a que des démons. Elle est très rapidement affectée aux soins d'un certain monsieur X, dont on sait qu'il est richissime, que ses parents sont très influents, mais dont on ne saura jamais le nom, jamais l'identité réelle. Donc ce monsieur X a déjà épuisé tout un tas d'infirmières parce qu'il est très très bizarre. Il vit tout le temps dans le noir, il vit reclus, mais il a développé des capacités mentales, déductives et logiques absolument hors du commun. Il se trouve qu'à ce moment-là, nous avons des crimes qui sont perpétrés sur des sans-abri ou sur des indigents et qu'on retrouve leurs cadavres sur la plage de manière assez régulière et que M. X va s'intéresser à ces crimes, non pas du tout par empathie pour les victimes, parce qu'il n'a aucune empathie, c'est a priori un psychopathe, sociopathe, ou les deux. Il n'éprouve aucune empathie, il est juste émoustillé par la difficulté de résoudre cette enquête. Alors le lien qui est fait entre toutes les victimes, c'est le fait qu'elles ont travaillé en tant qu'acteur, en tant que metteur en scène dans les théâtres clandestins qui sont une espèce de particularité du victorianisme, des espaces de théâtre très loin des bonnes mœurs dans lesquels les bourgeois et les aristocrates venaient s'encanailler auprès voilà, pour aller voir des spectacles en dehors de toute pruderie et de toute bienséance victorienne. Donc, Monsieur X essaie, par le truchement de Anne, d'avoir des informations sur l'extérieur, sur ce qui se passe, sur les avancées de l'enquête, l'identité des morts, etc.
Et arrive dans l'institution un jeune médecin assez mondain, assez intéressé, assez intéressant, qui n'est autre que le docteur Arthur Conan Doyle, donc le papa de Sherlock, qui va être complètement fasciné par ce monsieur X. Donc, je ne vous dis pas le reste, là j'ai juste, comprenez, me connaissant, comment j'ai pu être irrésistiblement attirée par ce synopsis. Bon, alors, ça c'était pour les points très positifs et l'originalité. Donc, moi, ce que je ressens par rapport à ce livre, d'abord c'est un livre qui est extrêmement bien écrit, le style de Somoza est très soigné, très précis, très fin. Et il joue avec maestria sur des registres comme réalité, fiction, folie. On ne sait jamais où on se situe entre les trois. On ne sait pas si on est sur du rêve, de la réalité, de la fiction. Le fait de la théâtralité, qui est le fil rouge en fait de tout le roman, fait en sorte que ce sentiment d'incertitude entre réalité et fiction s'accroisse pour le lecteur. L'atmosphère est très lourde, très feutrée. On a l'impression d'être dans un roman gothique du 19e siècle. Il y a plein de smog, vous savez, cette espèce de brouillard londonien un peu pesant, un peu palpable. Le brouillard ne l'est pas trop normalement. Donc ça s'étend par contre sur de très longs chapitres. Alors on ne s'ennuie pas, mais on s'emballe pas non plus. Enfin voilà, c'est pas non plus ce qu'on appelle un page turner. C'est voilà, on le sent passer, on voit passer les 400 pages. Alors, il y a un moment, la deuxième partie, où le rythme s'accélère un peu, mais c'est assez contemplatif, c'est assez lent. Alors, ça colle totalement à l'univers victorien. Hein. Si vous avez lu Dracula de Bram Stoker, si vous avez lu Frankenstein de Mary Shelley ou autre, ou le Château d'Otranto de Walpole, vous voyez cette temporalité très lente, très chargée, très lourde, très feutrée. Bon, on y est, il n'y a pas de problème. Après, ce qui m'a intéressé aussi, c'est que si on a une atmosphère très stéréotypée des romans gothiques, on est hors cliché, hors pensif complètement, puisque Somoza va beaucoup travailler sur... et c'est un bienfait, sur la psychologie des personnages. C'est-à-dire que les personnages sont extrêmement fouillés, mais on n'arrive jamais à savoir s'ils sont fous, s'ils sont manipulés, manipulateurs, s'ils sont sous emprise, si ce sont eux qui ont une emprise sur les autres, si on est dans l'imaginaire, si on est dans du mentalisme, enfin voilà, toute cette zone-là est très bien faite parce qu'on ne sait jamais où on va. Sur une lecture plus psychanalytique, plus psychologique, moi j'ai aimé ce travail sur principe de plaisir avec le théâtre, avec l'histoire d'amour, etc. Avec le voyeurisme aussi un petit peu de Monsieur X. Et principe de réalité avec beaucoup de freins dans tout ce qui est élucubration et hallucinations diverses et variées. Donc, cette dichotomie. J'ai beaucoup aimé aussi le lien entre pulsion de vie et pulsion de mort qu'il peut y avoir à tous les égards dans cette fiction. Donc, j'ai apprécié la lecture tous les soirs, mais il y a quelque chose qui m'a énormément gênée, c'est la fin, parce que cette fin, elle n'en finit pas de finir, le dénouement ne finit pas de dénouer et la conclusion ne cesse de conclure. C'est-à-dire qu'à l'heure où je vous parle, je ne suis pas en mesure, bon je ne le ferai pas déjà pour ne pas divulgacher, mais je ne suis pas en mesure de vous dire comment ça finit. Parce qu'il y a trop de fins, trop de tiroirs, et ça m'a un peu perdu et ça m'a un peu, enfin plus que perdu, ça m'a un peu lassé, dirons-nous. Alors, des grandes qualités à ce roman, des grosses faiblesses, de mon point de vue en tout cas. Peut-être que
que vous non. Alors il y a une phrase que je déteste dans les chroniques, c'est ce roman trouvera certainement son public. Alors ça, je trouve que c'est vraiment une phrase très très hypocrite. Moi, en tant que lectrice amatrice de noir, mais aussi avec ma formation littéraire, il y a autant de bons que de mauvais aspects. Et si chacun pourra s'en faire une idée, pour moi, il a des qualités qui sont nécessaires, mais pas suffisantes. Donc voilà, c'était mon humble avis sur Études en noir de José Carlos Somoza aux éditions Actes Sud. Dis-moi ce que tu en penses. À bientôt.